Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de cette édition. La visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est attendue ce soir à Abidjan. Au programme des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara et la signature de plusieurs accords de coopération. À la une également, l'autisme, trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Comment est-il pris en charge en Côte d'Ivoire? On en parle en fin de journal. Enfin, le Premier ministre Benyamin Netanyahou donné vainqueur des législatives en Israël. Direction tout de suite le palais de la présidence dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara a reçu hier l'ambassadeur d'Iran, Mansour Chakib Mer. Leurs entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran. Plus de détails avec Mahama Traoré. Mansour Chakib Mer est venu signaler au président Alassane Ouattara la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate iranien aura passé 4 années en terre ivoirienne en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Ces 4 années d'exercice, Mansour Chakib Mer assure les avoir mis au service du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Nous sommes très avancés dans la relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets. On a parlé concernant le renforcement de notre relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets, réalisé beaucoup de projets au niveau de la relation politique, économique et commerciale. On a parlé concernant les sujets internationaux aussi, à part de relations bilatérales. En ce moment, notamment, votre pays joue un rôle important dans la séance internationale. Comme vous êtes membre non permanent de la Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran durent depuis une 50aine d'années. Voilà, on faisait le point avec Mahama Traoré et Herman Guivet. Abdel Fattah al-Sisi attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État égyptien, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, entame ce soir un séjour de 48 heures à Abidjan. Abdel Fattah al-Sisi aura des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est également prévu sur l'agenda des discussions élargies aux délégations la signature de plusieurs accords bilatéraux. La visite officielle de 48 heures à Abidjan du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi va certainement donner un coup d'accélérateur aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. À ce jour, les deux pays ont signé cet accord de coopération. On en parle avec Michel Digré. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération a été signé entre les deux États. Il s'agit entre autres d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968, un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985, un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteau,
de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017. Washington, la capitale des États-Unis, accueille les assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce séjour se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire, après la mission d'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017. Les explications de Adama Kone. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, à Washington, du 9 au 15 avril 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y va le cœur léger. Deux facteurs à l'origine de la position confortable de la Côte d'Ivoire. La première, les conclusions de la mission du FMI après la 5e revue du programme triennal 2017-2019 à Abidjan. Sur la base des résultats préliminaires, la croissance est restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% l'an dernier, soutenu par une forte demande interne. L'inflation est restée faible à environ 0,4%, bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes en 2018. Tous les critères de convergence et tous les repères indicatifs, à l'exception d'un seul, ont été respectés à fin décembre 2018. Presque tous les repères structurels ont également été atteints. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. Une satisfaction assortie d'un vœu. La poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance et à continuer à réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du gouvernement. Et c'est justement la deuxième raison de confort pour la mission que conduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Washington. De fait, la Côte d'Ivoire est en phase avec la préoccupation du FMI, étant engagée depuis le début de l'année 2019 dans le programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui ont d'ailleurs été présentées déjà par le chef de l'État. Et pour ces 12 actions phares, elles représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durable. Il s'agit de faire en sorte que la croissance soutenue enregistrée depuis 2012 se ressente durablement dans le vécu quotidien de la population ivoirienne. Retour en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet, des réflexions sur la mise en place d'unités de sécurité des routes et autoroutes se sont ouvertes récemment. Ces échanges ont été initiés par le Fonds d'entretien routier. À noter que lors de cette rencontre, la Direction générale du FER a annoncé que les travaux des postes de péage de Tomassé et Moapé sur l'axe Abidjan à Bengourou vont s'achever dans les prochains jours. Francis Boifo. L'opérationnalisation des postes à péage de Tomassé et Moapé sur l'axe Abidjan à Bengourou à l'est, les mois à venir, va porter à 4 les passages payants sur l'autoroute et les voies concédées au Fonds d'entretien routier FER, ce qui aidera à l'entretien des routes au regard des besoins de financement. Le besoin annuel de l'entretien routier, 100 milliards de 2019 à 2024. Et plus tard, c'est ça, autour de 275 milliards pour les autres années à venir. Le FER a la responsabilité d'assurer la fluidité du trafic, le confort et la sécurisation des biens et des personnes sur les voies, surtout sur l'autoroute du Nord et ses emprises. Tout le long de l'autoroute, les gens ici sont anarchiquement installés, ce qui entraîne effectivement des sorties sauvages qui peuvent entraîner des accidents.
Nous faisons des opérations de déguerpissement, mais dès que nous donnons d'eau, les gens reviennent s'installer. C'est pour assainir la gestion de l'autoroute et de ses emprises et mettre en place des unités de sécurité que la Direction générale du FER a initié cette rencontre. Elle réunit les agents du Fonds d'entretien routier, de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, les forces de l'ordre et plusieurs autres acteurs du transport routier. Cette infrastructure relie 3 villes du pays, notamment Akupé, Kotobi et Bongouanou. Le pont Iafo à Bongwa a été réhabilité récemment par l'État ivoirien à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Sa réhabilitation a ainsi permis de développer l'activité économique dans le Grand Est du pays. Jean-Louis Gbangbo. Cette vidéo amateur a été tournée en juillet 2018. Le pont situé entre les villages de Yafo et Abongwa, sur l'axe Akupé-Bongouanou dans l'est de la Côte d'Ivoire, venait de céder, seulement 3 mois après la livraison de la voie Kotobi-Abongwa-Akupé qui venait d'être réhabilitée. Théua Kwame, chef d'un des quartiers du village traversé par le pont, a été un des témoins oculaires. L'eau là est un peu débordée, il crie seulement. 21h, on est là jusqu'à 23h. Maintenant, le pont est déclenché, c'est cassé. C'est à la suite d'une forte pluie que l'ouvrage s'était effondré. Aujourd'hui, la route Kotobi à Bongwa Akupé, longue de 45 km, est de nouveau ouverte à la circulation. Les travaux de reconstruction du pont, entamés en novembre 2018, ont été achevés. Maguette Fofana est chef de service au Bénet. C'est lui qui a assuré la mission de contrôle des travaux. Il revient sur les raisons de cet effondrement du pont. Nos parents ont fait des champs en amont et en aval. Donc ça a modifié le lit de la rivière. Donc l'eau, au lieu d'avoir un bon écoulement, arrivait au droit de l'ouvrage, tourbillonnait. Voilà. Donc avec l'intensité des pluies que nous avons eu l'an passé, donc ça a aggravé le processus. Voilà. Donc il y a eu un affouillement, comme si ça a creusé en bas, au bas de l'ouvrage. Donc c'est ce qui a fait basculer l'ouvrage. L'ouvrage n'avait pas été pris en compte dans le projet de réhabilitation du tronçon qui lui-même avait coûté 27 milliards de francs CFA. Les travaux de reconstruction du pont ont duré 3 mois pour un coût d'1 milliard de francs CFA. En termes de durabilité, nous n'avons pas d'inquiétude parce que le débit qui nous a permis de dimensionner l'ouvrage est cinquantennal. Il a tenu compte des différents changements climatiques que nous avons aujourd'hui parce que n'oublions pas que l'ouvrage existant qui était là était de 1961. Il avait plus de 57 ans. Donc vous imaginez tout le changement climatique qui s'est produit durant cette période-là. Donc cette fois-ci, nous avons tenu compte de ça. Nous avons modifié les écoulements, nous avons redressé là où il y avait des coudes qui pouvaient créer des tourbillonnages dans l'écoulement des eaux. La porte d'entrée du Grand Est de la Côte d'Ivoire est désormais ouverte à la grande joie des villageois. En tout cas, ce pont-là, ça nous porte en tout cas beaucoup de choses. Parce qu'il y a nos produits qui sont derrière le pont là. Autant que c'est cassé là, rien ne peut passer. Il y a des EVA, il y a les cacao, rien ne peut passer. Bon, quand il y a un malade là-bas, là, pour faire passer ce malade-là, c'est très difficile. Au lieu qu'on va aller passer à Ara pour aller arriver à Abidjan, là, c'est trop. Donc si c'est pour venir réparer ça, là, on remercie le président Alassane Ouattara. Mais les principaux bénéficiaires de cette réhabilitation du pont, ce sont les transporteurs qui réalisent désormais d'importantes économies en carburant. Pour un gros porteur, nous, en partant, on devait prendre 170 litres de gasoil pour Abidjan. Mais avec le pont, on prend à la rigueur 135-140. Parce qu'il y a presque 60 km de moins. Pour arriver à Abidjan, il fallait un camion qui est bon, un chauffeur qui est compétent pour 3 heures du temps. Sinon, c'était plus. Mais aujourd'hui, grâce à le nouveau pont, on peut arriver à Abidjan à 2h, 2h30. Les populations de la région étaient jusque-là contraintes pour le trajet Bongouanou-Abidjan de passer par Ara pour un temps de voyage de 5 heures contre 2h30. Vraiment, ça nous arrangeait pas mal. On allait faire comment? Ça ne marchait pas aussi. On prenait ça comme ça. La voie aussi était tellement gâtée. Parce que si on s'arrangeait, on partit. On a eu de bonnes voies. C'est que si on se débrouille pas mal, on a les 1000 francs, 2000, c'est de s'arranger avec ça. Une bonne affaire pour les transporteurs, un confort et un gain de temps considérable pour les voyageurs. C'est une joie pour moi, parce qu'en découvrant ce pont, je crois que ici c'est un raccourci.
Donc vraiment, c'est une fierté pour moi. Je remercie le gouvernement d'avoir fait ce pont pour quand même soulager la population. Les retombées du pont vont jusqu'à Ara, qui était le principal point de transit pour regagner Abidjan. Les transporteurs de la ville peuvent désormais souffler. Quand les véhicules passent ici, à chaque 5 minutes, il y a un véhicule de transport. Tous les passagers s'en vont. Donc nos transporteurs d'ici, Ara, qui résident ici, ça a vraiment diminué leur rentabilité. C'était ce qui vraiment ça nous gênait un peu. C'était un manque à gagner. Franchement, il faut être clair. C'était un manque à gagner. Une population qui revit, développant de nouvelles activités économiques. C'est le cas de Patricia Kwame qui a ouvert son commerce en bordure de route, juste après la réhabilitation de la voie et surtout l'ouverture du pont. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 5000. Aussi, c'est 2000. Vendeuse de produits vivriers, c'est en bordure de route que Patricia, comme d'autres femmes, ont choisi de s'installer. Elles espèrent tirer profit de l'afflux des usagers de la route et du nouveau pont. Avant, on était au corridor sur la rue d'Ara. C'est bon, comme le pont est cassé, on était parti là-bas. Maintenant, après, comme ils ont fini de faire le pont, on est venu encore. Cassé, il y a un week-end là, il y a les gens qui arrêtent pour demander bien. Bon, il y a d'autres qui payent et puis il y a d'autres aussi qui passent. Pour le moment, Patricia dit ne pas réaliser de gros bénéfices. Elle est néanmoins convaincue que la réhabilitation de ces infrastructures routières marque le début d'une nouvelle histoire pour la population de la région du Moronou. La livraison de ce pont est venue mettre fin au calvaire quotidien des populations et favoriser le développement de la région. Autre actualité, la Côte d'Ivoire se prépare activement à accéder au financement climatique, notamment au Fonds vert pour le climat. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, a présidé il y a quelques jours la cérémonie de présentation du document de préparation. Grace Kando. L'accessibilité aux fonds internationaux liés à la lutte contre les changements climatiques reste difficile. Comment élaborer des projets qui respectent les critères des guichets climatiques? Une question au centre d'une rencontre à Abidjan en vue d'élaborer un projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique. Ce projet permettra la formulation de 2 notes conceptuelles bien détaillées pour soumission au Fonds vert pour le climat et d'une proposition complète pour soumission au Fonds d'adaptation. Ce projet favorisera l'étude sur les options pour l'accréditation de 2 institutions nationales de la mise en œuvre auprès du Fonds vert pour le climat. Le projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. Nous, on a réfléchi, pourquoi ne pas solliciter l'appui des experts, des gens qui savent élaborer les projets pour nous appuyer. Et c'est pour cela que la BAD nous assiste en nous donnant un fonds pour ça. Mais aussi, il faut que les compétences restent. Il faut qu'au plan national, on puisse avoir des personnes capables d'écrire des projets. On fait beaucoup de consultations avec les parties prenantes locales pour absorber, pour comprendre, évaluer. Et ensuite faire le design, la structuration appropriée qui répondent aux besoins locaux et établir une liste longue et ensuite une liste de priorités de projets sur la base des besoins locaux. Au terme de la rencontre, des orientations et avis seront recueillis auprès des parties prenantes sur les composantes du projet. On s'interroge à présent, quelles sont les difficultés rencontrées par le personnel et les patients de l'hôpital général de Toumoudi dans la région centre du pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a visité récemment cet établissement sanitaire. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Hôpital général de Toumoudi, le personnel au grand complet est présent pour accueillir le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Aka Aoulé veut s'imprégner du bon fonctionnement de cette structure sanitaire. Pour cela, tous les services sont visités. Des échanges avec les praticiens, les carnets de consultation sont même ouverts. Au passage, quelques questions aux patients. Le tout couronné par une rencontre avec le personnel. Le ministre est bel et bien dans son rôle. Je suis moi-même un produit de développement de proximité. Vous ne pouvez pas avoir la charge d'une structure si vous ne visitez pas, si vous ne connaissez pas de près
cette structure-là. Je suis donc venu sensibiliser ici le personnel de l'hôpital, pour lui demander de redoubler d'efforts à côté de l'engagement important pris par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Bon, de redoubler d'efforts pour également apporter sa contribution dans le cadre, donc, dans la lutte contre la mortalité. Et je crois que mon message a été bien entendu. Rapprocher les services sanitaires des communautés avec une implication effective de ces communautés pour de meilleurs taux de couverture sanitaire, sans perdre de vue le relèvement du plateau technique, reste le grand défi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Toujours au chapitre santé, un mot sur l'autisme dont la journée mondiale de sensibilisation a été célébrée le 2 avril dernier. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Alors, quelle prise en charge aujourd'hui de l'autisme en Côte d'Ivoire? On en parle avec Éric Goré. Dans un centre d'action médico-psychosocial, des enfants atteints d'autisme travaillent avec leurs encadreurs. L'autisme est un trouble de développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage et de la communication, selon l'OMS. C'est un autre état, c'est une différence. Chez les enfants comme chez les ados, comme adultes, c'est des enfants à besoins particuliers, donc la prise en charge est à besoins particuliers. Donc, il faut des matériels didactiques adaptés à chaque enfant. Parce que le cas de Philippe, ce n'est pas le cas de Paul. Le cas de Paul, ce n'est pas le cas de Jean, et ainsi de suite. Chaque enfant est unique en son genre. Vivre avec ces personnes demande de la patience et de l'affection. Ma petite sœur qui est autiste, elle est beaucoup nerveuse. Elle se fâche beaucoup. Quand elle a besoin de quelque chose et qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre, elle s'agresse. Elle est beaucoup violente contre elle-même. En Afrique, l'autisme est peu connu. Même s'il y a un enfant qui est autiste, l'Africain ne dira pas que c'est un autiste. Ils vont parler de peut-être d'un problème de mental, c'est-à-dire d'être fou en quelque sorte. Certaines personnes traitent la maladie de maléfique. Ce genre de truc, on entend tout le temps. Avant même que moi-même j'ai un enfant autiste, c'est avec elle que j'ai compris ce que c'était l'autisme et tout. Mais j'avais déjà vu ce genre d'enfant avant. Mais je savais quand les gens disaient, oui, celui-là ou celle-là a sacrifié son enfant pour qu'il soit quoi, pour avoir plein d'argent. Moi-même, je croyais avant parce que je n'avais pas encore vécu la chose. Cette dame est la mère d'un jeune homme atteint d'autisme. Il a 38 ans et à cet âge, il ne parle pas encore. Il avait 2 ans quand son père est parti de la maison. Il nous a abandonnés, il est parti. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et c'est moi seul qui ai pris mon enfant en charge jusqu'aujourd'hui. Depuis ce temps, je suis avec lui ici. Dame Nyamie Honorine fait l'objet de préjugés. Je ne suis pas riche et je n'ai pas sacrifié mon enfant non plus. Et puis je n'ai pas voulu. Voilà, Dieu seul sait pourquoi j'ai eu cet enfant comme ça. C'est pour éviter tous ces préjugés que Stéphane Cablan, père d'un enfant autiste, a créé une association de parents autistes. Cette année 2019 est une année particulière pour nous. Ça a été des jours d'intenses prières, de moments de jeûne. Et pour finir, le chef d'État a déclaré cette année l'année du social. Aujourd'hui, notre combat, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires, notamment le centre de traitement de l'autisme en Afrique, à Abidjan, afin de pouvoir outiller, 1, les professionnels, les former, 2, former les parents à la prise en charge de leurs enfants à Abidjan. Bientôt, la Côte d'Ivoire va accueillir une grande institution médicale qui va s'intéresser spécialement aux autistes afin d'assurer leur prise en charge. On poursuit avec la 2e édition du Forum de maîtrise des risques santé et sécurité. Des experts nationaux et internationaux se sont réunis récemment dans le district d'Abidjan pour informer le grand public sur les réglementations en santé et sécurité au travail. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Des démonstrations de secours d'accidentés, de maîtrise des feux domestiques, mais également des expositions de produits de sécurité au travail et de protection des personnes. La 2e édition du salon Solutes Africa n'a pas dérogé à la règle. Une rencontre comme Solutes est une opportunité
de réunir les acteurs concernés pour débattre des problématiques santé, sécurité, protection des personnes et des biens et proposer des solutions de maîtrise dans un schéma classique, de proposer en fin de compte des schémas au gouvernement. La gestion des risques santé et sécurité soulève en effet des enjeux de protection des travailleurs et des biens. En moyenne, nous avons 6 000 cas chaque année en matière d'accidents du travail et nous observons une dizaine, une vingtaine de cas de maladies professionnelles. Cela nécessite des frais, que ce soit des frais pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais aussi des coûts qu'on peut appeler coûts indirects pour les entreprises, sans compter bien évidemment la souffrance des populations et la perte de productivité, par exemple, pour l'entreprise. Le Forum Santé et Sécurité réunit chaque année les professionnels du secteur tout en leur permettant d'échanger sur les pratiques et de proposer leurs solutions en matière de sécurité et de santé au travail. Nous participons à ce type de salon pour nous faire connaître davantage et de proposer nos expertises, nos produits et nos savoir-faire au grand public afin qu'ils évitent le pire chez eux. Selon les estimations publiées en 2017 par l'Organisation internationale du travail, OIT, 2,78 millions de travailleurs meurent chaque année par suite d'accidents et de maladies liées au travail. Toujours en Côte d'Ivoire, les hommages à Bernard Dadier se poursuivent. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a célébré récemment l'illustre écrivain décédé le 9 mars dernier. L'ASCAD a salué ses actions au profit de la culture ivoirienne et africaine. Cette cérémonie s'est déroulée à l'école normale supérieure dans la commune de Cocody. Didier Nguessan. Il s'en est allé le 9 mars dernier. Bernard Dadier reçoit les hommages de sa famille scientifique, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. De sa lutte pour la reconnaissance de l'homme noir à son engagement politique, en passant par son rôle d'éveilleur de conscience, professeur Yacouba Konaté feuillette les pages de la vie de Bernard Dadier. Une oraison funèbre, puis des témoignages. Je préférerais dire qu'il vient de s'absenter, puisqu'il nous laisse une œuvre, nous pourrons le rencontrer. Tour à tour, les académiciens ont fait le piquet d'honneur devant le portrait de l'ancien ministre de la Culture. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie dans la pure tradition académique. C'est un homme important, non seulement par le savoir, mais la conduite, sa vision du monde. Sa politique, sa participation à la gestion de la société. Dans tous les domaines, il a été vraiment excellent. C'est un pionnier, c'est un dévancier, c'est un modèle. Je pense qu'il peut se reposer en paix. Il y a des gens sur ses traces. Reconnaissante, la famille biologique de l'illustre disparu remercie l'intelligentsia ivoirienne. Après un hommage national le 10 avril prochain, Bernard Dadier sera conduit à sa dernière demeure le vendredi 12 avril. 9 avril 1999, le général Ibrahim Barré Maïnassara est tué par sa garde rapprochée alors qu'il dirigeait encore le Niger. Sa famille veut aujourd'hui que justice lui soit rendue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui en urgence pour évoquer la situation en Libye. D'intenses combats se déroulent dans le sud de la capitale Tripoli. Enfin, les législatives en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est donné vainqueur du scrutin. Les précisions de Alexis Ouedraogo. La famille de l'ancien président du Niger, Ibrahim Barré, réclame justice. Il y a 20 ans, l'homme disparaissait dans une base militaire du pays. La Cour de justice de la CEDEAO a fait savoir en 2015 qu'il y a eu une double violation dans l'affaire, celle du droit à la vie du défunt et le droit de ses proches à avoir accès à la justice. Le Conseil de sécurité des Nations Unies cherche une solution immédiate au combat libyen, une crise déclenchée le 4 avril dernier par l'attaque des hommes de Khalifa Haftar sur Tripoli. 8 ans après la chute de Kadhafi, le pays reste dans la turbulence.
En Israël, Benjamin Netanyahou n'est annoncé vainqueur des élections législatives par les projections des médias. Selon les télévisions israéliennes, le Likoud de Netanyahou a une avance sur le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui permettra au Premier ministre sortant de former un gouvernement de coalition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.